Chez Fayard, l'un des plus proches collaborateurs de François Mitterrand. Jacques Attali, bonsoir. Un livre passionnant, les coulisses de la grande histoire. On apprend plein de choses. Évidemment, les relations avec Bousquet, la maladie, le rôle dans la construction de l'Europe. Vous racontez tout? Oui, je crois que 10 ans après sa mort, on peut raconter presque tout. Parce qu'il y a des choses qui resteront à jamais des secrets d'État, parce qu'ils sont encore nécessaires au fonctionnement de l'État. Là, vous nous amenez dans les coulisses. Je vais vous poser des questions précises pour que vous racontiez des choses extrêmement précises. Tout d'abord, pour qu'on comprenne bien, comment vous définiriez votre relation avec François Mitterrand? Lui-même l'a défini dans un interview qu'il a donné comme une amitié. Une amitié. Voilà. Je pense que c'était le cas. Nous avions 30 ans d'écart, donc on peut vraiment qualifier ça de façon un peu particulière. Mais c'était une amitié, oui. Alors, vous l'avez connu à l'âge de 23 ans. Je vous lis un soir glacial de mars 66, dans un cabaret aujourd'hui disparu de la rue Saint-André-des-Arts, la table du mandarin. François Mitterrand dînait avec une amie. C'était quelques mois après sa première candidature à l'élection présidentielle. Nos regards se croisèrent. Quand il se leva pour partir, je me dirigeai vers lui et lui glissai que j'aimerais travailler pour lui. Et vous avez finalement travaillé pour lui 7 ans après. Oui. Et notamment, il a fait appel à vous pour votre sens de l'économie. Et là, vous êtes tout de suite assez critique. Vous racontez, au départ, en 73, il vous demande donc de débroussailler les dossiers économiques. Et Georges Dayan, un collègue à vous du Conseil d'État, très proche de Mitterrand, vous prévient, en économie, il est vraiment nul. Il croit tout savoir et n'écoute personne. Il pense que les économistes sont des cuistres. Essayez de lui parler simplement, peut-être qu'il ne vous jettera pas. Est-ce que vous diriez déjà qu'il vous a compris quand vous lui expliquez l'économie? Je ne sais pas. En tout cas, il a souhaité que je reste, puisque quelques semaines plus tard, Georges Pompidou est mort et il m'a demandé, à 29 ans, de diriger sa campagne présidentielle. Mais est-ce que sur l'économie, il vous a compris? Vous dites notamment le chômage fut son échec absolu. Oui. Il était à côté de la plaque, hein? Non, je pense que toute la société française, et aujourd'hui malheureusement on le voit encore, a échoué sur le chômage. Et lui, et je pense que c'était un point principal que j'essaie de développer dans ce livre, il a été vraiment président de la République que pendant 3 ans. Que pendant 3 ans, oui. Parce que vous expliquez que le deuxième septennat, il l'a fait, on va y venir, mais alors du bout de... En tout cas, en politique intérieure. Ça ne l'intéressait pas, quoi. Non, ça ne l'intéressait plus. Disons qu'il avait une obsession qui était de laisser une trace dans l'histoire. Elle passait d'abord par la réalisation de ses premières promesses, celles de son premier septennat. Elles ont été magnifiquement réalisées. Aujourd'hui, elles sont devenues presque toutes des évidences. Après 84, et à partir de ce moment-là, ayant le sentiment que tout était fait, il a laissé faire et il ne s'est plus intéressé un petit peu comme quelqu'un qui donne des orientations, mais qui ne cherche pas véritablement à les voir mises en œuvre. Oui, parce qu'en 88, quand il se représente, vous le dites très bien dans le livre, tout ça ne l'intéressait plus vraiment, et pourtant il repart pour un tour. Pourquoi, vous dites, pour laisser une trace dans l'histoire? Oui, en 88, d'abord, moi j'étais hostile au fait qu'il se représente, et je le lui ai dit à cette époque, parce que je pensais justement que ça risquait de finir mal. Il a eu la grande chance d'avoir la chute du mur de Berlin, qui nous a permis, et moi aussi d'ailleurs, de vivre une période historique au cœur d'un événement majeur, et puis ensuite la première guerre du Golfe. Mais il ne s'intéressait plus vraiment à la politique intérieure, il n'avait pas de grands projets, d'ailleurs son premier mandat a été complètement réalisé sur ses ambitions. Et puis il y avait la maladie surtout. La maladie, vous connaissez depuis le départ la maladie? La maladie n'était pas encore là. Enfin, elle était là. Elle était là depuis bien longtemps. Elle s'était calmée, voilà. Parce que vous racontez que la maladie, vous la connaissez même d'avant la présidence. Un mardi de décembre 80, sans raison apparente, il tomba lourdement sur le court de tennis. Il resta allongé et visiblement souffrait. Pendant que je l'aidais à se relever, il murmura « Ça doit être ma sciatique qui reprend ». Je lui proposai d'appeler un médecin, une ambulance. Il protesta vigoureusement « Rien, seulement un taxi, n'en dites rien jamais à personne ». Je ne m'en inquiétais pas. Et puis plus tard, en novembre 81, le président vous dit « Les médecins m'ont annoncé que je serais mort avant la fin de l'année ». En 81, il venait donc d'être élu. Vous vous rendez compte, je viens d'être élu et je vais mourir. N'en parlez à personne, vous êtes le seul avec Pierre Bérégovoy et André Rousselet à savoir. Mes ennemis ont fini par m'avoir, ils ont dû mettre des aiguilles dans une poupée à mon effigie. Oui, évidemment, vous imaginez que c'est un moment particulièrement grave, étant à côté d'un président de la République qui vient d'être élu, qui mène une bataille majeure et qui vous annonce qu'il est mort dans le mois qui vient. Vous réagissez comment? Je réagis avec beaucoup de peine, parce que c'est un homme qui m'est très proche. Je réagis aussi avec le sens que ce secret n'est pas le mien, avec le sentiment que cet homme est en parfaite maîtrise intellectuelle. Il n'y avait aucune raison de penser qu'il ne pouvait pas exercer son métier, donc je respecte son secret. Et heureusement, les médecins qui ne s'étaient pas trompés sur le diagnostic, car il avait véritablement un cancer très grave, s'étaient trompés sur le pronostic, puisqu'il a réussi. Il a même cru que le cancer était parti. Il a cru que le les cancer médecins s'étaient trompés. En tout cas, il a essayé de me le faire croire. Et c'est comme ça. Il m'a dit à moi quelques mois plus tard, les médecins se sont trompés, et moi, je l'ai cru. Il essayait de s'en persuader. Il essayait de s'en persuader. En tout cas, ça a été une source d'énergie considérable. Alors, à l'Élysée, Mitterrand définissait votre rôle comme ça. Vous assisterez à toutes les réunions, tous les documents passeront par vous. Tous dans la maison dépendront du secrétaire général, sauf vous, qui ne dépendrez que de moi et devrez avoir accès à tout.
Vous avez dû faire pas mal d'ennemis à ce moment-là, non? En effet. Pas mal? En effet. Beaucoup. Vous l'avez donc suivi à peu près partout. Et dans le livre est truffé d'anecdotes, certaines très signifiantes, d'autres plus marrantes. Vous racontez que vous l'avez suivi notamment chez Bush Senior. Vous dormez dans la chambre du fils et vous dites « Je suis assez surpris de constater que les lectures de George W. Bush se limitaient à quelques bandes dessinées et romans policiers qu'entouraient des battes de baseball et des gants de boxe. » Oui, c'était en 88. C'était en 88, une réunion très très importante où se décidaient beaucoup de choses sur le Moyen-Orient, sur les premiers événements qui commençaient à se poindre pour les affaires du Golfe. Et en effet, il a été invité à loger dans la maison de famille au bord de la mer. Et il y avait 3 chambres, une pour François Mitterrand, une pour Daniel et une pour moi. Je savais une pour Daniel, parce qu'il n'en met pas dans la même chambre. Et une 3e qui m'était attribuée. Et on m'a dit que c'était la chambre du fils qui venait d'acheter un club de baseball dans le Texas. Et en effet, j'ai constaté que ses lectures étaient assez frustes. Question anecdotique, c'est pas dans le livre, mais c'est la meilleure amie de Guy Carlier. Est-ce que vous voyez souvent passer Elisabeth Tessier à l'Élysée comme elle le prétend? Je ne crois pas me souvenir l'avoir jamais vue. Mais jamais. Mais elle dit que oui, hein, vous savez. C'est possible. Vous ne l'avez jamais vue? Non. Vous dites que Daniel avait une autre chambre, pas la chambre de François Mitterrand. Dans le livre, vous parlez franchement de la 2e famille. Vous écrivez notamment « Parfois, la présence de cette seconde famille se faisait sentir sans qu'il cherchât à la cacher, comme s'il voulait me faire comprendre qu'il savait que je savais. Il jouait avec des jouets dans sa voiture, m'expliquant que la relation d'un père avec une fille peut être parfois plus forte qu'avec un fils. Il me demandait d'acheter pour lui des jeux, des ordinateurs pour enfants, sans préciser pour qui. Il me laissait entendre qu'une conservatrice de musée n'était pour rien dans son désir d'organiser... N'était pas pour rien, pardon, dans son désir d'organiser le transfert du ministère des Finances hors du Louvre. » C'était des sous-entendus, en fait. Hein. Je pense que la pyramide du Louvre doit beaucoup, sinon presque tout, à Anne Pinjot. Ah, carrément. C'est elle qui a eu l'initiative, en tout cas, de le pousser à créer les conditions d'agrandir le musée dont elle était un des conservateurs. Et il vous en a parlé en tête-à-tête une fois de sa 2e vie, de la vie qu'il sous-entendait, ou jamais ça a toujours été comme ça en sous-entendu? Ça a toujours été en sous-entendu, sauf une fois que je raconte dans le livre, assez surréaliste, puisque c'était au moment du sommet de Versailles, où nous avions une période extraordinairement tendue, avec beaucoup d'événements très très graves. L'agression contre Beyrouth des Israéliens, une dévaluation, une bataille avec les Américains. Et ce soir-là, alors qu'il négociait, et moi aussi séparément, il me convoque à minuit dans sa chambre, à la fois pour négocier différentes choses, pour préparer la négociation suivante, mais aussi pour passer 2 heures sur un plan de table du dîner suivant, qui était un dîner à Versailles. C'est génial dans le livre quand vous le racontez. Un dîner de 300 couverts, et où il s'agissait de faire en sorte que Anne et Daniel soient toutes les 2 assises sans se voir, sans que Daniel sache que... Mais vous lui posiez jamais de questions directes là-dessus? Pourquoi? C'était une sorte de monarque à qui on pouvait rien demander? Non, mais sa vie privée est sa vie privée. Je pense que je serais pareil avec tout ami. Un ami qui décide de ne pas m'en parler, il ne m'en parle pas. Et moi-même étant d'ailleurs très lié avec Daniel Mitterrand et faisant partie de ceux qui étaient invités chez lui, dans cette famille, le dimanche soir, de temps en temps, ou ailleurs, j'estime que je n'avais pas à poser de questions sur les sujets sur lesquels il ne souhaitait pas me parler. On vous sent très indulgent avec lui dans ce bouquin, notamment sur 2 casseroles de Mitterrand. Je parlais de l'affaire de l'Observatoire et puis sa fameuse déclaration en mai 68 quand il a dit « je suis prêt à prendre le pouvoir s'il est vacant, etc. » Vous pouvez nous parler? Alors, et également, vous étiez prêt aussi à accepter la francisque et tout ça, parce que vous avez dit que c'était une couverture pour être résistant, en gros, la francisque. Alors, on va y venir, puisque c'est là où vous avez beaucoup plus de mal avec. Oui. Après, vous avez... D'abord, en 68, le hasard vraiment a fait que je fais mon stage de jeune stagiaire de l'ENA dans le département dont il était président du Conseil général dans la Nièvre. Et là, j'ai vraiment vu que l'État n'existait plus. Jeune sous-préfet, on appelait Paris, il n'y avait personne. Donc quand François Mitterrand de Paris a déclaré « je suis prêt à me présenter aux élections présidentielles si elles ont lieu », j'ai trouvé ça parfaitement normal. Et je pense qu'aux yeux de l'histoire, ça restera comme quelque chose de normal. Il incarnait l'alternance possible. Ensuite, le matraquage gaulliste, qui je le rappelle, est dominé tous les médias, il n'y avait que des médias gaullistes à l'époque, et encore pendant très longtemps, jusqu'en 80, a fait qu'on a donné à cette déclaration une image catastrophique. Mais en fait, je pense qu'il a eu raison, et moi je l'ai vécu comme ça. C'est vrai qu'en 1974, il m'a demandé de diriger sa campagne, je n'étais pas membre du Parti socialiste, je ne souhaitais pas être quoi que ce soit d'autre qu'un intellectuel libre. Je lui ai posé 2 questions, la francisque et l'Observatoire. Sur l'Observatoire, il m'a répondu, c'est une histoire très compliquée, mais ce qu'il m'a répondu ce jour-là reste aujourd'hui historiquement prouvé. En gros, c'était le père Debré aussi qui était derrière toute cette... C'est le père Debré qui avait machiné une opération qui devait le couler définitivement, et en réalité, lui-même avait été vraiment. Je pense que sur la francisque, pourquoi? Alors sur la francisque, à cette époque, on ne savait pas grand-chose, sinon qu'il avait il était sur une liste de la francisque. Lui m'a dit à ce moment-là, m'a raconté longuement que... il s'était évadé d'Allemagne 3 fois, la 3e fois en décembre 41, qu'en janvier 42, il était rentré dans la résistance et qu'il a eu la francisque comme une couverture. Je l'ai non seulement cru, mais il a répété cela de façon tout à fait crédible à tout le monde, jusqu'au
en 93. Et moi, je n'ai jamais changé jusqu'à découvrir la vérité en 94. Vous avez découvert la vérité, pourtant vous aviez des signes avant. Vous Oui. racontez notamment dans le livre un déjeuner au printemps 75 au restaurant Dodin Bouffant. Et vous dites que c'était en présence de Bousquet. Et vous dites, ce déjeuner est encore aujourd'hui tellement gravé dans ma mémoire que je pourrais en donner le plan de table. À la fin du repas, où il ne fut question que de souvenirs de la 4e République, François Mitterrand me demanda de le raccompagner rue de Bièvre. En faisant quelques pas sur le boulevard, il évoqua la personnalité de chacun des convives. Il m'expliqua que Jean-Paul Martin avait été le directeur de cabinet du chef de la police de Vichy avant de devenir le sien sous la 4e République. Je sursautai. Un homme de Vichy à sa table, il poursuivit. L'homme en noir s'appelait René Bousquet. Son nom ne me disait rien. Il précisa, c'était un sous-préfet d'avant-guerre, devenu célèbre pour avoir sauvé un enfant en train de se noyer dans le Tarn en crue. Il a été ensuite le secrétaire général de la police de Vichy. Je m'arrêtai net, blêmi, et lui lançai pétrifié. Vous m'avez invité avec le secrétaire général de la police de Vichy. Sans paraître remarquer mon trouble, François Mitterrand poursuivit son chemin. Vous avez Oui. quand même des signes. Et là, il a ajouté une phrase qui est très importante pour la suite. Il m'a dit, de toute façon, la situation était très complexe. Il a sauvé la vie de tous ceux qui étaient autour de cette table. Or, à ce déjeuner, il y avait Henri Freinet, patron du réseau Combat, un des résistants les plus incontestables. Je pense qu'en effet, la situation était plus compliquée. Après, quelques mois plus tard, on a découvert que René Bousquet avait été l'homme du Veldiv, et je lui ai dit, naturellement, vous ne le reverrez plus. Il m'a dit, en effet, je ne le reverrai plus. Je n'ai appris que bien plus tard qu'il l'a C'est ce qui vous a fâché avec lui? Ce qui m'a fâché avec lui, c'est de découvrir qu'il m'avait menti. Et je l'ai découvert donc vraiment très tard. Comme tout le monde, il m'avait menti au sens où il est rentré dans la résistance qu'en 1943. Mais après tout, il n'a rien fait de mal entre 1942 et 1943. Rien fait. Il a été un personnage secondaire. Et puis, au fond, si tous les Français étaient rentrés dans la résistance en même temps que lui, au printemps 1943, je pense que beaucoup de morts auraient été évitées pendant la guerre et la France aurait sauvé son honneur au lieu de défiler en applaudissant le maréchal Pétain au printemps 1944 à Paris. Jacques Attali, en une phrase pour terminer, le reste est dans le livre. C'était le congrès du Mans ce week-end. François Mitterrand disait qu'il aimait bien s'entourer de jeunes pour laisser une trace dans le pays. Il me faudra durer au pouvoir et former une génération qui, dans 30 ou 40 ans, se souviendra encore d'avoir travaillé avec moi. Pour vous, l'héritier de Mitterrand, c'est qui aujourd'hui? Ségolène Royal qui a travaillé avec elle? Je pense que Ségolène, que j'ai fait rentrer à l'Élysée dès 81, et elle porte formidablement les espoirs possibles. Elle a tout à fait la capacité à être impopulaire, qui est ce qui distingue un homme politique d'un homme politique d'un homme d'État.